Je suis Claudie Mathieu et déléguée générale du syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages métalliques, SNFBM, depuis 2018. Une petite actualité peut-être, si on parle un peu de sujets, en tout cas, en tout cas en termes de secteur peut-être. Oui, alors si je fais la présentation du SNFBM, donc on est pour l'année 2023, on représente à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires pour l'ensemble de nos adhérents. On a une implantation d'environ 35 sites de production en France. Donc on a une belle localisation des sites de production, une localisation qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne dans le temps pour la majorité des sites. On est implanté donc sur la majorité du territoire. On est environ 6500 emplois directs pour 20 000 emplois indirects. Pour l'année 2023, donc, il faut savoir que pour les emballages métalliques, on travaille 2 matériaux qui sont l'acier et l'aluminium. Pour l'acier, on a converti plus de 217 000 tonnes en 2023 et un peu plus de 83 000 tonnes d'aluminium. Aluminium qui est un peu plus léger, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu moins de tonnage en aluminium, mais on a converti en acier et en aluminium. Voilà. Merci beaucoup. Sandrine, je vous laisse également vous présenter, nous en dire plus sur votre entreprise. Oui, bonjour à tous. Sandrine Duquerrois de Le Salle. Alors moi, je suis directrice développement durable et affaires publiques chez Krohn. Krohn est un fabricant d'emballage américain et on a des usines un petit peu partout dans le monde. On fabrique à la fois des canettes, donc j'en ai apporté une. Vous connaissez bien ce petit emballage, et également des boîtes de conserve dans d'autres régions du monde, plus en Europe, et des aérosols aussi, enfin voilà, tout type d'emballage, principalement donc l'aluminium et un petit peu en acier. Moi, je me focaliserai aujourd'hui sur l'aluminium parce qu'on va parler plus de la canette. Et donc, je suis aussi présidente, c'est une présidence tournante, du GIE La Boîte Boisson, donc qui représente les intérêts des fabricants de canettes en France. Donc le GIE La Boîte Boisson, c'est des usines, 3 usines en France, une dans le nord d'un de mes concurrents, Ball Packaging, dans le sud Arda Metal Packaging, et Krohn, nous on est dans l'est, à côté de Nancy. Voilà. Et on fabrique dans cette usine environ 2 milliards de canettes par an. Donc le GIE La Boîte Boisson, ça représente aujourd'hui une fabrication d'environ 6 milliards de canettes. Il y a 4,6 milliards à peu près qui sont consommés sur le marché français. On évalue à une 70 canettes par personne, par habitant. Donc voilà, je pense que c'est un petit emballage du quotidien. 9 Français sur 10 aujourd'hui boivent des canettes. Enfin, voilà, boivent leur boisson en canette. Donc voilà, on est tous concernés. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur les bénéfices et les atouts en fait, de cet emballage. Oui, on va y venir. J'aimerais que Claudie nous apporte son éclairage, notamment sur l'utilisation de ces emballages métalliques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, peut-être nous parler aussi de l'évolution des usages, mais aussi un mot sur la filière? Alors, au niveau des emballages métalliques, on a une grande diversité d'utilisation et de formats. Toutefois, ces formats sont assez standardisés. Donc, si on prend la canette, mais Sandrine vous en parlera, mais on peut prendre la boîte de conserve. Donc, vous avez différents types d'emballages qui sont soit dans l'alimentaire, pour la conserve, l'alimentation pour animaux, l'aérosol. Vous avez, alors les aérosols ne sera pas dans l'alimentaire principalement. Vous avez aussi des emballages industriels et commerciaux. Et sur tous ces marchés, pardon, on est tributaire aussi de la conjoncture. Donc sur les boîtes de conserve, par exemple, sur l'aliment conserve, donc on est un emballage qui répond aux enjeux de réduction du gaspillage alimentaire, bien évidemment. Et parce qu'il faut savoir que quand on consomme une conserve, les aliments ont été conditionnés 4 heures après la récolte. Et ça permet aussi de conditionner des récoltes qui, si elles sont surabondantes, ne seront pas jetées ou perdues. Concernant ces conserves, donc on a constaté donc une hausse de l'inflation et avec une baisse
une légère baisse de volume en 2023 sur la conserve. Sur les aérosols, donc il y a eu une légère croissance globale avec une réorganisation un peu des secteurs dans lesquels cette croissance évolue. Donc sur les poudres de lait infantile, donc on a les poudres de lait infantile, en fait on est complètement tributaire de la natalité, et donc quand on a une baisse de natalité, que ce soit en France ou dans le monde, on a une baisse d'activité. On a une baisse d'activité. Donc en France, baisse de natalité. On a également de l'exportation sur la Chine où il y a une baisse de natalité. Et on a également au niveau des USA, on avait une diminution de croissance dans le sens où il y a des usines qui se sont de nouveau ouvertes. Donc tout ça fait qu'on a une diminution sur le secteur. Sur les boîtes décoratives, ça va être par exemple les boîtes de thé, ou d'autres boîtes avec des chocolats, des gâteaux, des choses comme ça. Et le fait que le secteur se monte en gamme, on a une belle croissance sur ces boîtes décoratives. Sur les emballages industriels et commerciaux, en fait, notamment sur le secteur des peintures et vernis, on est également tributaire de l'emballage. Pour la voix. Regardez. Pardon, merci beaucoup. On est tributaire en fait de comment se porte le bâtiment et le secteur de la décoration. Donc on a une baisse. Tributaire. Hier, j'ai fait une conférence sur le verre. On était plutôt à un peu la frugalité, c'est-à-dire qu'on revenait, on a beaucoup supprimé tout ce qui était autour du verre, hein. Notamment on était avec Rémi Cointreau, voilà, on a vu quand même des choses beaucoup plus épurées, même parfois des packaging autour du verre qui avaient disparu. Est-ce qu'on est un peu dans cette tendance aussi ? Alors, si on revient aux caractéristiques, en fait, il faut quand même avoir en tête, alors on a deux matériaux, l'acier et l'aluminium, je laisserai Sandrine pour l'aluminium, mais pour l'acier, on a quand même des matériaux qui sont un peu difficiles à rendre malléables, comme le verre d'ailleurs, mais je dirais que quelque part, on a une surface imprimable 360 degrés qui permet un marketing très important. En revanche, on va avoir des standardisations et on ne peut pas non plus tout faire avec en termes de forme. Et je pense que les formes ont déjà été pas mal épurées. Après, il faut voir que on ne pourra pas forcément trop épurer la forme, dans le sens où elle contribue à la solidité qui permet l'empilement, qui permet le stockage, protection etc. aussi du contenu. Donc ces caractéristiques techniques, l'épuration, il y aura ses limites, comme l'allègement en fait. D'accord. De votre côté, Sandrine, du côté notamment des canettes, le nombre de 6 milliards, vous me disiez, de canettes ont été produites en 2023. Oui, c'est à peu près notre marché, la capacité de production. Alors, ce qui est intéressant sur la canette, alors Claudie a dit, voilà, on a des effets inflationnistes de marché, de changement de marché suite à la démographie, etc. Je pense que nous, sur la canette, on est plutôt très, très contents. Sur le marché français, on est dans une très bonne dynamique. On a 3%, 2022-2023, c'est 3% d'augmentation, l'année d'avant aussi, et en fait on surperforme par rapport au marché. Donc c'est vraiment un emballage qui aujourd'hui prend des parts de marché. Vous savez à quoi c'est lié ? C'est lié notamment aux aspects environnement durable. C'est lié aussi à la loi AGEC. Vous savez qu'il y a une transition vers la fin du single-use plastique, et donc tout ça amène à chercher des solutions de remplacement. Donc ça va être soit l'emballage réutilisable, refillable, ou alors typiquement la canette présente une solution pour ces emballages. D'accord. Donc voilà, donc je pense que c'est déjà intéressant de voir ça, cette dynamique sur la canette. Aujourd'hui, un quart des boissons, notamment des soft drinks, mais on peut le dire à peu près pour tout, bière et soft, energy drink, un quart, alors energy drink c'est encore plus, mais sur les soft par exemple, c'est un quart des boissons soft qui sont vendues en canette. Avec la 33 centilitres que vous avez là, qui reste le produit phare. Alors comme disait Claudie, la canette c'est déjà un produit très standardisé. On a plusieurs formats, mais voilà, ça reste très simple. Ça a été, et
j'ai envie de dire, ça a été épuré. On a travaillé sur le lightweighting, donc l'allègement de la canette. On est pratiquement aujourd'hui à quelque chose de totalement optimisé en termes d'allègement. Alors on travaille encore pour aller plus loin. Ça fait partie de nos engagements de développement durable. C'est un levier de décarbonation, l'allègement des emballages. Alors on va en parler, des autres, mais un de ces points-là. Donc je pense que, et on parlait de l'impression. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette impression, donc c'est des encres qu'on met sur nos produits, sur nos canettes, ça n'a aucun impact sur le recyclage. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un facteur pour nous. On ne travaille pas sur alléger l'impression ou quoi que ce soit. Au contraire, on dit à nos clients, utilisez toutes ces possibilités. C'est aussi, nous, chez Krones, on dit, vous savez, dans notre logo, on a Crown Brand Building Packaging. Donc, on est là pour que les marques développent leurs produits à travers nos emballages. Claudie, on va peut-être parler quand même des forces et des faiblesses. On a commencé à l'aborder, mais c'est intéressant de s'arrêter véritablement sur les forces et faiblesses de l'emballage métallique. Alors, on a déjà, comme vous avez pu le constater, on a affaire à quand même des métaux, acier, aluminium, mais on a beaucoup de diversité d'emballage. On a une standardisation, comme on le disait. On a également un emballage qui joue un rôle dans le gaspillage, la réduction du gaspillage alimentaire. Et comme le disait également Sandrine, la loi AGEC, la stratégie 3R, on a également été reconnu comme alternative possible à l'utilisation de certains emballages en plastique à usage unique. On a, de par le matériau, et donc c'est une notion de matériau permanent, c'est-à-dire qu'on peut le recycler à l'infini sans perte de qualité ni de caractéristiques. Comme le disait Sandrine, alors c'est valable pour la canette, mais c'est également valable pour les autres emballages, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium. L'impression ou les étiquettes que l'on peut apposer sur les emballages ne posent aucun problème en termes de recyclage. On n'a pas de contamination du support, c'est-à-dire que nos matériaux peuvent être de nouveau utilisés ensuite dans des secteurs sensibles comme la pharmacie, la cosmétique et surtout l'alimentaire. Donc nous, on n'a pas de contamination résiduelle à la suite du recyclage. Je pense que ça, c'est important. Après, on a des résistances importantes au choc. Ce sont des emballages empilables pour la majorité. On a des durées de vie des produits, longue conservation. On a des protections de contenu à l'eau et à l'oxygène, à l'air, et également de l'intrusion. Quand on a une boîte de conserve, pour essayer d'accéder aux produits, c'est quand même compliqué. Donc voilà un petit peu les caractéristiques. Je ne pense pas que j'en ai oublié. Non, ça me paraît pas mal. Facilité de stockage, et réduction, résistance aux températures élevées, basses, aux variations de température également. Donc voilà, c'est un peu tout. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose vis-à-vis de l'aluminium, Sandrine ? Non, je pense que Claudie a donné des éléments déjà sur l'acier et l'aluminium. C'est des matériaux permanents. Donc, si vous les recyclez, vous avez de l'aluminium et de l'acier qui peuvent être réutilisés de manière pratiquement infinie. Alors, on sait qu'il y a des petites pertes parfois au recyclage, mais voilà, vous avez de l'aluminium, avant, après, c'est ça. Il n'y a pas d'idée de downcycling qu'on peut avoir sur certains autres matériaux où la fibre va s'étioler, où on perd la molécule, etc. Donc ça, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est un point hyper important parce que dans une économie circulaire, pouvoir démontrer qu'on est au centre et qu'on est recyclable à l'infini, voilà, ça va donner à ce produit une possibilité de vie, d'économie circulaire et de circularité qui est vraiment un atout. Très bien. Je voudrais qu'on s'arrête véritablement sur ces 3 R, sur ces 3 piliers, notamment le premier, l'aspect réduction. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce Alors, premier pilier ? on va prendre appui sur des données officielles Eurostat, donc au niveau européen, et on constate que depuis 2009, en fait, nous, au niveau des emballages métalliques, il n'y a pas vraiment eu d'augmentation des déchets d'emballage métallique en Europe. Donc nous, on est déjà sur la réduction, on est déjà sur un phénomène de non-inflation.
donc ce qui est déjà très important par rapport à certains autres matériaux qui sont plus dans l'inflation. Sur les déchets municipaux, donc on a 44% de déchets municipaux qui sont recyclés en France. Et pourquoi on le cite? C'est parce que nous, l'enfouissement correspond à des pertes de gisements d'emballages métalliques qui pourraient être recyclés. Donc nous, disons qu'on milite pour que l'enfouissement disparaisse et qu'on récupère un maximum de gisements par rapport à l'enfouissement. Sur l'aspect recyclage. Alors sur l'aspect recyclage, nous, dans les 3 R, on met le recyclage avant le réemploi. Alors le recyclage, nous, on a des taux. Alors les taux sont tombés hier. On a reçu le rapport de l'ADEME auquel on contribue, puisque le SNFBM remet des données statistiques à l'ADEME sur les gisements d'emballage métallique fabriqués. Donc sur la base des données 2022, on est à 70% en acier et 40,1% en aluminium. Alors évidemment qu'il y a des progrès à faire, bien évidemment, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a une existence de filières matures. Quand on dit qu'on travaille en filière, ça fait des années qu'on a mis en place des filières de recyclage de l'acier et de l'aluminium. Alors on a ce point-là qui est très important parce que les filières sont matures et opérationnelles. Le deuxième point, c'est que l'incinération, au contraire de beaucoup d'autres emballages, nous, c'est du gisement également qu'on récupère par les mâches-fer, ferreux ou non ferreux, que ce soit côté acier ou aluminium. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la position d'étiquette ou d'encre n'obère pas les propriétés de recyclage et nous permet d'avoir des matériaux qu'on retrouve. Ce qui fait que nous, on milite, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais on aurait le souhait que vraiment la collecte, le tri se renforce sur tout le territoire de manière à pouvoir collecter des gisements d'emballage qui sont recyclables. Sandrine, peut-être un mot sur les enjeux clés, notamment de la boucle fermée pour décarboner l'emballage. Oui, alors je pense, pour reprendre ce que vient de dire Claudie, pour nous, l'enjeu principal, c'est la collecte. Aujourd'hui, une canette, il n'y en a qu'une sur 2 qui est recyclée en France. On en perd 30%, certainement en enfouissement. C'est pas trop, mais certainement, puisqu'en France, on fait encore de l'enfouissement. Donc je pense que ça, si on peut tous, en effet, pousser les pouvoirs publics à arrêter l'enfouissement, ça c'est un point principal. Après, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'ils sont enfouis? C'est parce que... Oui, j'allais vous demander comment. Alors, comment on pourrait trouver une solution pour éviter que ça soit enfoui? Déjà, il faut interdire l'enfouissement, ça serait ça. Mais l'alternative, c'est vraiment... pousser la collecte, le consommateur à mettre dans la poubelle jaune. Donc on a encore une perte parce que nos consommateurs soit sont pas assez conscients que les emballages peuvent être recyclés et tout type de matériaux. Alors, il y a des emballages évidemment que vous allez mettre dans la poubelle jaune, peut-être qu'ils n'auront pas une autre vie parce que certains matériaux aujourd'hui composites etc. sont pas recyclés en France et ailleurs. Mais typiquement, dans le cas d'une canette, il faut vraiment la mettre dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous, cette collecte dans les poubelles jaunes. Et ensuite, en centre de tri, elles vont être récupérées avec des courants de Foucault. Donc ça, tous nos centres de tri en France sont équipés en courant de Foucault. On a même certains centres de tri où on a un deuxième courant de Foucault pour vraiment capter tous les petits matériaux. Et ensuite, il y a aussi, vous savez que la canette, elle est consommée, quand on se promène, on consomme une canette. Donc s'il n'y a pas de poubelle, ça va être récupéré, ça va être certainement incinéré. On a parlé de l'incinération. Alors c'est pas une perte, l'incinération, parce qu'on va récupérer on va récupérer dans les mâches fer l'aluminium. Mais ça va pas être une qualité, ça va aller dans d'autres applications. Ça sera toujours à utiliser, mais pas forcément dans la canette. Donc nous, on milite en effet pour soit vraiment pousser les consommateurs, les informer encore et encore sur la poubelle jaune, le centre de tri et ensuite le recyclage. Et on peut parler peut-être au niveau européen. Vous avez tous entendu parler de la directive emballage et déchets d'emballage. Au sein de cette directive, cette régulation, on a maintenant une consigne obligatoire.
à partir de 2026 ou 2029. Les pays comme la France qui décideront de ne pas mettre en place la consigne devront démontrer qu'ils collectent leurs emballages, boissons, je parle, leurs emballages boissons à hauteur de 80% en 2026 et 90% en 2029. Donc je vous ai dit, une canette, c'est 1 sur 2. Donc on a un très gros effort. Donc de notre côté, nous en tant que GIE La Boîte Boisson et représentant des intérêts des canettes et de la filière aluminium, on continue à demander aux municipalités. Là, on a une charte canette qu'on est en train de développer avec les municipalités pour leur dire, voilà, il faut mieux informer les consommateurs. Il faut vraiment que cette poubelle jaune, elle fonctionne. Il faut qu'on y arrive, quoi. En gros. Donc il y a un gros effort encore à faire là-dessus. Voilà. À présent, sur l'aspect réemploi, le terme reuse, il a en France 2 traductions, réemploi et réutilisation. C'est important de le préciser aussi. Je pense que c'est important parce qu'en France, ça met la confusion dans le sens où le réemploi, donc c'est pour le même usage. Alors nous, le réemploi, ça va être principalement sur des emballages industriels et commerciaux, sur certains emballages industriels et commerciaux en acier, sachant qu'il y a des utilisations qui ne permettent pas, comme la pharmacie, la pharmacopée, la cosmétique, les produits peinture ou autres, on ne peut pas envisager le réemploi. En revanche, comme on aime le dire, c'est que le réemploi, c'est pas la solution unique. Ça va être une complémentarité. Surtout, c'est que le réemploi doit faire l'objet d'une évaluation en termes opérationnels et d'empreinte carbone si on veut le déployer. Si ces facteurs-là ne sont pas positifs, ça ne sert à rien de mettre du réemploi en place. Pour la réutilisation, en fait, nous, et on a abordé ça, mais c'est les matériaux permanents, c'est-à-dire que nous, on récupère des gisements qui ensuite, selon la qualité, vont aller. Et quand on dit réutilisation, c'est que ce soit pour l'acier ou l'aluminium, tous ces gisements vont repartir dans des utilisations diverses et variées. Vous avez vu dernièrement les anneaux des Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel. Vous avez aussi au niveau de l'aluminium, dans l'automobile, il y a de plus en plus de parties qui sont allégées, etc. Donc ce qui fait que nous, la réutilisation pour d'autres utilisations est diverse et variée, que ce soit pour l'acier ou l'aluminium. Très bien, merci. Alors, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on l'aborde. C'est le point de vue de la décarbonation. J'aimerais savoir où se situe l'emballage métallique de ce point de vue-là. Sandrine. Alors, donc l'aluminium, on a parlé de la collecte qui était un enjeu clé et j'ai pas insisté sur cette boucle fermée. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est de collecter les canettes et de faire en sorte qu'elles soient recyclées à nouveau en aluminium qui va aller dans nos usines. D'accord ? Donc une sorte de boucle fermée, can to can, de façon à incorporer le plus possible d'aluminium recyclé dans nos canettes. Aujourd'hui en France, on est sur 50 à 60%, peut-être un peu plus, d'aluminium recyclé dans les canettes aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de décarboner notre emballage. Parce qu'entre de l'aluminium recyclé et de l'aluminium primaire, il y a une différence énorme en termes d'impact énergétique. Si vous recyclez de l'aluminium, vous n'utilisez que 5% de l'énergie nécessaire à faire de l'aluminium primaire. Vous savez, l'aluminium, c'est de la bauxite qui est minée, qui est extraite de mines en Guinée, en Afrique du Sud, en Brésil, qui est ensuite raffinée en alumine et qui ensuite, par un processus d'hydrolyse, on fait de l'aluminium. Tout ça, c'est extrêmement énergivore. Donc si vous pouvez éliminer cette partie de création d'aluminium primaire et seulement réutiliser l'aluminium, alors vous décarbonez votre emballage. Et c'est valable pour tout type. Donc tous nos fournisseurs d'aluminium aujourd'hui veulent incorporer, et nous, on veut aussi incorporer plus d'aluminium recyclé. Sur la partie primaire, notre objectif, en effet, c'est de décarboner. Alors ça, les fabricants d'aluminium, ils travaillent sur ce que je vous ai dit, le raffinage de la bauxite, sur les processus de fabrication d'aluminium en soi. Tout ça, ils travaillent sur l'électricité, la décarbonation de l'électricité utilisée, l'hydroélectricité, etc.
Claudie. Alors, quand on parle de travail en filière, on a besoin justement de l'amont pour pouvoir décarboner. Au niveau de l'acier, alors la différence avec la canette et le can-to-can, c'est que l'acier, il y a encore beaucoup d'acier qui va être en utilisation. Je reprends la Tour Eiffel pour être neutre. Voilà, donc l'acier, il est là pour très longtemps. Donc il y a beaucoup de gisements d'acier qui sont toujours en fonction. Donc quelque part, il faut aussi avoir recours à de l'acier primaire. Mais autrement, je dirais que vous avez vu qu'il y avait une initiative sur décarboner les 56 les plus émetteurs, donc l'acier, l'aluminium en font partie. Ensuite, donc l'histoire des recyclages des matériaux, l'incorporation des gisements, c'est un bon véhicule. Donc après, nous aussi, on a des enjeux pour avoir un maximum de matières recyclées dans nos emballages. Donc ça va être un peu différent de l'aluminium. Et puis, on voit nettement que sur l'économie des ressources, l'économie de l'utilisation des ressources primaires, c'est très important également. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la consommation d'énergie, par exemple, de faire de l'acier recyclé à partir d'acier recyclé ou d'aluminium à partir d'aluminium recyclé, pour l'acier, on économise jusqu'à 70% et pour l'aluminium, on peut aller jusqu'à 95%. Donc, c'est des facteurs vraiment importants. Oui. Importante. J'ai une dernière question. Alors après, vous pourrez poser vos questions, donc on commence à y réfléchir. Mais j'ai une question pour savoir comment est-ce que vous travaillez avec la filière justement pour répondre à ces enjeux, pour innover, pour concevoir aussi justement vos emballages. Sandrine. Alors, les enjeux avec la filière aluminium, c'est vraiment les enjeux de décarbonation aujourd'hui. J'ai envie de dire plus que même l'éco-design. Enfin, notre canette, elle est éco-designée par nature. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Prédomine. Donc ce qui prédomine, c'est vraiment incorporer, comme l'a dit Claudie, plus de matières recyclées. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu dans la presse Constellium, qui est un fabricant d'aluminium en France, avec une usine qui fabrique de l'aluminium pour les emballages boissons, pour les canettes, vient à Neuf-Brisach, dans leur usine dans l'Est, vient d'investir dans une capacité de production d'aluminium recyclé. Donc à partir de canettes usagées, refaire de l'aluminium. Et donc ils ont investi 130 000 tonnes. Donc voilà. Donc tout ça, c'est aussi pour qu'en France, on collecte plus de canettes. Aujourd'hui, si on se compare à d'autres pays européens, on est vraiment, comme je l'ai déjà dit, à la traîne. Donc je dirais qu'en termes de travail de la filière, c'est ça, c'est investir dans la capacité de recyclage, c'est travailler avec les pouvoirs publics pour collecter mieux et recycler mieux. Et tout ça, je dirais, au niveau français, européen et mondial. Claudie. Alors, sur les termes éco-conception, comme le dit Sandrine, nous, les allègements se sont faits sur 30 ans, on a gagné plus de 30%. Ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a, donc, Sandrine l'a mentionné, le règlement emballage et déchets d'emballage qui va être publié sûrement avant la fin de l'année, où là, il y aura des critères de conception pour le recyclage. Et ça sera un travail filière, bien évidemment, avec les fournisseurs en amont. Et également les pouvoirs publics, alors au niveau européen, avec les agences, la Commission, etc. Et puis, on a aussi une part collective de communiquer sur justement les matériaux permanents que représente l'acier et l'aluminium. Et le troisième point, c'est quand on dit qu'on a une collaboration, on a en 2020 avec donc la boîte boisson, donc le SNFBM, la boîte boisson, Aluminium France, Phare, France Aluminium Recyclage, l'acier, Recycle Acier. On a généré, et CITEO, un COTREM, qui est le comité technique sur la recyclabilité et le recyclage des emballages métalliques rigides. Et donc prochainement, il y aura un site qui va être dédié à ce COTREM et qui va donner de nombreuses informations sur la recyclabilité et le recyclage. On pourra le retrouver donc ce site. Complètement, voilà. Parfait. Bien, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenantes? N'hésitez pas. Il nous reste une petite minute. On est dans les temps, mais en tout cas, oui, monsieur.
Pardon, je vais vous donner ce micro. Voilà. Merci. Je vais vous demander de vous lever et de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, donc J100U, ingénieur packaging chez Leclerc. Donc ma question c'était, est-ce qu'on peut claimer au niveau du pourcentage de recyclé sur les emballages métalliques? Parce qu'au niveau des flacons plastiques, on voit au niveau marketing qu'on claim par exemple un emballage comportant au moins 50% de plastique recyclé, mais sur les emballages métalliques, on le voit pas ça. Et je voulais savoir si on peut le claimer cette partie-là. Qui répond? Je vais peut-être reprendre ça. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut le claimer? On n'a pas de traçabilité. Nous, on a des chiffres que nous donnent nos fournisseurs d'aluminium. On travaille en filière justement pour définir une formule de calcul. Donc on vient juste... le terme claimé peut-être. Oui, ouais. Déjà, est-ce qu'on peut, je ne sais pas comment on peut dire en français, est-ce qu'on peut donner un chiffre, voilà, et faire un... Comment on peut dire, claim? Faire une allégation? Allégation. Typiquement, une allégation de type environnemental. Donc en plus, ça va être bientôt, vous savez, géré au sein de la Green Claims Directive. Donc ça va aussi être il y a une législation qui va bientôt travailler sur ces allégations environnementales. Donc je pense que dans le futur, oui, ça va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas... c'est pas possible parce que déjà chaque fournisseur, on a différents types d'aluminium, différents fournisseurs. Donc nous, on va certainement donner à nos clients un chiffre de contenu en recyclé. Mais est-ce que nos clients vont faire la synthèse de tout ça? Est-ce que tous on a la même formule? Ça, c'est une question qu'on a au sein de notre filière. Donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur un modèle de calcul pour être certain qu'on ait tous le même modèle de calcul. Donc on n'y est pas. En gros, on n'y est pas. Et je pense que ce serait une fausse claim. Donc une allégation qui ne serait pas bonne pour le consommateur. Si on replace le contexte allégation, il faut savoir, alors en France on avait pris de l'avance parce que ça date de 2014 avec un guide sur les allégations qui est renforcé maintenant. Pour les emballages, ça va être l'article 14 du règlement emballage. C'est que toute allégation doit pouvoir le justifier. À partir du moment où on ne peut pas le justifier, on ne pourra pas vous donner de chiffres. Et ces chiffres-là, donc, on est en construction sur les méthodes de calcul, comme le dit Sandrine, sachant que sur un pourcentage moyen, en tant que syndicat, on n'a absolument pas la possibilité de se prononcer parce que c'est un facteur de concurrence et que chaque membre doit se l'approprier et voir comment il le met en avant. Mais nous, on n'a pas le droit de faire, par exemple, une évaluation moyenne qu'on dirait nos adhérents vont mettre tant sur leurs emballages, etc. Donc il y a deux niveaux. Il y a un, le côté association facteur de concurrence et deux, le côté pouvoir le justifier. Oui, et je pense que ça, c'est très important. Et on a vu déjà certaines ONG attaquer des 100% RPET ou 100% recyclables. Donc voilà, moi, je pense que la prudence est de mise et s'assurer que tout le monde, en effet, a les mêmes chiffres. Donc voilà, ça va être un travail de notre filière, en tout cas à tous, si demain, ça devient le consommateur demande ce chiffre. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que maintenant la DGCRF a fait un site où elle met en avant les entreprises, les sites, les produits qui auraient des allégations qui sont mensongères. Donc je pense qu'en termes de risque réputationnel, que ce soit pour une entreprise ou un produit, c'est hyper important. Et donc la justification est le premier terme à respecter en fait. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de notre horaire. Alors, on a une question. Alors, on la prend, mais très, très rapidement, parce qu'après, on va être juste là, le monsieur qui se trouve juste ici. Voilà, on va répondre assez rapidement. Bonjour et merci. Bonjour. Je suis Alaïdine Taktak. Je suis distributeur de matériaux d'emballage en Tunisie pour le calage et des marchandises dans les conteneurs. Et je voudrais demander à Madame Madame Sandrine, si vous considérez le gobelet comme un emballage, il a remplacé le verre, c'était le plastique, puis le papier. Est-ce que c'est envisageable comme en aluminium? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça?
Merci d'avance. Merci, monsieur, pour votre question. Alors, un emballage, un gobelet en aluminium, moi je serais pour. Maintenant, je ne sais pas si c'est viable. Je sais que certains de nos concurrents fabriquent des gobelets en aluminium pour des événements, des événements, oui, sportifs ou autres. Je pense que je crois que ils sont réutilisables aussi. Soit recyclables, soit réutilisables. Donc oui, c'est possible dans le futur. En tout cas, c'est toujours pareil, c'est un problème économique. Est-ce qu'on peut produire ces emballages ou ces cups de manière économique, donc à grande vitesse? Bon, ce dont on n'a pas parlé, c'est que les canettes, ça se produit à très très grande vitesse. C'est pour ça qu'on arrive à être économiquement compétitif. Donc voilà, c'est toujours une question d'économie. Mais pour moi, l'aluminium, c'est en tout cas un matériau, et l'acier également, ce sont des matériaux permanents qui ont donc un futur dans une économie circulaire, un beau futur. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On peut vous applaudir bien fort. Merci.